Bonsoir. Le président Abdelmajid Tebboune a limogé le wali de Sidi Abdallah à l'ouest d'Alger pour faute grave. C'est ce qu'on nous dit. Mais, comme dirait l'autre, rien de grave. C'est dans l'air du temps, c'est normal, entre guillemets. Plusieurs généraux-majors, dont des responsables centraux, une quarantaine de directeurs généraux, une quinzaine de directeurs généraux des 3 grands services de sécurité, plusieurs ministres, un grand nombre de généraux et de généraux-majors mis précocement à la retraite, dans le même temps que le chef d'état-major et ministre délégué de la Défense nationale dépasse les 80 ans. Dans le même temps où le président de la République est tout aussi âgé, un président plutôt désigné qu'élu, sans compter tous ces ex-barons du régime qui croupissent désormais dans les prisons du régime, 3 ex-premiers ministres, rien que ça, des dizaines de ministres, des centaines de hauts fonctionnaires, des centaines d'officiers supérieurs, des dizaines de généraux-majors de premier rang, dont des chefs de région, des GSN, des chefs militaires centraux, des directeurs militaires centraux, en plus de très nombreux commis de l'État dont on ne connaît pas le chiffre, tellement ils sont nombreux, tous en prison, en plus de plusieurs milliers de hirakistes, jetés en prison, parfois condamnés à de lourdes peines, en plus de l'instrumentalisation du terrorisme, de la haute trahison contre les opposants de l'étranger, le fameux article 87 bis, en plus de la loi scélérate sur la déchéance de nationalité qui les vise. Jamais, depuis son indépendance, jamais, ce pays n'aura connu une telle dérive sécuritaire, autoritaire, une telle injustice. L'Algérie a toujours été un système totalitaire, mafiocratique, qui évolue dans une sorte de jungle politique, mais elle n'aura jamais connu, l'Algérie, une telle dynamique cannibale. Les différents tenants du pouvoir, intégralement militaires, ou qui composent avec les principaux chefs de l'armée et des services, eux aussi exclusivement militaires, ont toujours su évoluer dans une alchimie intelligente d'équilibre, certes fragile, mais qui procédait de la continuité et d'une gouvernance minimale. Lorsqu'il devait évacuer l'un des leurs, il le faisait avec une discrétion qui confinait au secret d'État, parce qu'ils étaient imprégnés d'une sorte d'omerta, parce qu'ils savaient que lorsqu'ils saisissaient l'un des leurs, lorsqu'ils le liquidaient, lorsqu'ils l'évacuaient, ça pourrait se retourner contre eux tous, contre leur propre emprise sur le pays, contre leur sérieux même. Pour reprendre cette formule florentine, c'était la main de fer dans un gant de velours. Jusqu'au jour, à la faveur du Hirak, ou à cause du Hirak, le taureau de la stupidité a été lâché. D'abord, Gaïd Saleh, sans aucune forme de savoir-faire. Puis, sa créature, l'actuel président, qui allait non pas finir le travail de Gaïd Saleh, mais adopter la méthode en mode de gouvernance. Le limogeage, l'instrumentalisation de la justice pour emprisonner les gens, la transgression du principe de la présomption d'innocence, le fait du prince allait devenir la signature
de ce système du bouafascisme à l'état brut sans aucune nuance. Mais depuis le Hirak, le taureau de la stupidité, de la brutalité, comme je viens de le dire, a été lâché. L'hubris, la plus compulsive, a pris possession du maître des lieux, l'ivresse des sommets. Un homme fort par défaut, ubu, roi et fier de l'être, qui ne se connaît plus de limites et qui a transformé tout le pays en vaste carnaval fi Dachra. Pouvoir algérien, ubu, roi. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi, sur le plateau, Mohand Bakir, analyste politique, pardon. Mohand, merci d'être des nôtres. Merci. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors, Rafiq Bouhlel, en visio depuis Marseille. Rafiq Bouhlel, économiste, analyste politique, militant pour la démocratie. Merci d'être des nôtres, Rafiq. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir, c'est Mohamed. Et merci beaucoup pour l'invitation. Un chaleureux bonjour à tous les spectateurs et à la régie. Merci beaucoup. Merci, Rafiq. Alors, Mohamed Bakir, donc, nous avons donc profité, si je peux dire, nous avons pris le train de ce limogeage pour faute grave, nous dit-on, mais sans plus, de ce Wali, pour rappeler que ce n'est pas un cas isolé, que M. Tebboune semble être emporté par une sorte d'ivresse. Il ne se connaît plus de limite, il limoge à bras raccourcis, il met en prison, il viole le principe d'innocence publiquement à la télé de gens qui sont dont le procès est en instruction. Et les gens maintenant, aujourd'hui, tout le monde a peur, en plus des dispositifs légaux. Le 87 bis, la déchéance de nationalité, l'accusation de haute trahison de quiconque dénonce ce système, etc. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, d'abord en matière d'entrer dans le sujet? Pour moi, Jabal, il n'y a absolument rien sous le soleil de nouveau sous le soleil d'Algérie. On a eu l'occasion déjà d'aborder des questions de fonctionnement et la caractérisation de l'État algérien. Et je vous ai dit que pour moi, l'État algérien est un État néopatrimonial. Alors, au Moyen-Orient, le mot qui est utilisé est très significatif en arabe. C'est doula al-ghanaimiyya. Le butin. Voilà. C'est un État butin. C'est comme ça que les politistes libanais, syriens, irakiens et tout ça abordent la question de l'État patrimonial. Ce que vous décriviez, c'est le fonctionnement réel de l'État algérien. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc on ne peut pas balayer l'état de fait ou le constat d'un revers de la main. Et surtout, je pense qu'il faut qu'on arrête de compter les points. C'est-à-dire que souvent, dans le discours politique, surtout celui de l'opposition, nous avons tendance à compter des points, à considérer qu'il y a des clans et que tel clan a pris le dessus sur tel clan, etc. Et on ne va pas au fond des choses. Donc nous sommes devant un fonctionnement réel, qui est le fonctionnement, comme vous l'avez décrit, qui est celui du fait du prince. Ça veut dire qu'il y a des décideurs qui, selon les rapports de force, selon l'état des luttes entre eux, disqualifient des pans des gestionnaires et des responsables et assurent la promotion, la cooptation d'autres, et souvent pas les plus brillants.
Si vous prenez l'exemple du wali délégué à Sidi Abdallah, c'est la nouvelle ville de Sidi Abdallah, c'est la ville technologique, c'est le pôle technologique qui devrait être la locomotive Une sorte de Silicon Valley. Une sorte de Silicon Valley algérienne. Donc, théoriquement, les responsables de ce pôle technologique, de cette nouvelle ville, devraient être des lumières et devraient être choyés. Bon, est-ce que c'est le cas? Je ne le pense pas. Donc, de façon plus générale. Mais pourquoi le limoger de cette façon aussi humiliante? Limogé pour faute grave sans plus de détails. C'est une atteinte à sa dignité, à son honneur, à sa famille. La semaine dernière, il y a eu des déplacements de ministres sur Sidi Abdallah à l'occasion de l'ouverture d'une école supérieure de l'intelligence artificielle. Peut-être qu'il ne les a pas accueillis, peut-être qu'il... Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Hein. Oui. Mais ça peut être des raisons futiles. Hein. Ça peut être des raisons tout à fait futiles. Oui. Peut-être que Tebboune s'est déplacé et que le Wali n'a pas fermé les routes. Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. Le comble, c'est qu'on nous dit c'est le président lui-même qui l'a limogé. On ne nous dit pas qu'il l'a relevé ou qu'il l'a limogé. Le président Fénion qui travaille 2 heures par semaine et qui passe son temps à limoger, à mettre les gens en prison. Et quand il travaille, tout le monde sait à quelle heure il travaille à Alger. Vous savez pourquoi? Parce que quand il va... Tout Alger est fermé. Tout Alger est fermé. Ouais, les hauteurs du son cortège, il arrive en cortège, il repart en cortège. Les gens savent à quelle heure il commence et à quelle heure il finit. 2 heures, 3 heures de fermeture de tout l'axe sur les hauteurs d'Alger, sur l'ITFC et tout ça. Et les gens savent même à quelle heure il commence. Il commence à 11 h du matin, il finit à je ne sais pas quelle heure de l'après-midi. À mon avis, l'interrogation qu'il faut avoir, on parle dans le discours, on utilise des mots. On parle de république. Oui. On parle d'institutions. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut concilier la République et les institutions, si on concède qu'elles existent, oui, avec un tel fonctionnement, avec de telles mesures, avec un tel arbitraire? C'est inconciliable. Oui. Donc il y a un problème. Il y a un problème que nous n'avons pas pensé, que nous n'avons pas analysé dans son fond. Ou bien la réalité du pouvoir, c'est ce que nous décrivons là, c'est le fait du prince, c'est la cooptation, c'est l'allégeance, c'est le népotisme poussé à l'extrême. Ou bien réellement, nous avons des institutions, nous avons une république et théoriquement, par elle-même. Vous savez bien que ce n'est pas le cas. Non, j'essaye de mener un raisonnement. Oui, mais... Si on avait des institutions... Il n'y a pas d'institution. Là, par exemple, si vous écoutez tous les candidats oui, à l'Assemblée, oui, ils parlent d'institutions. Mais ce n'est pas le cas. Ils parlent de République. Oui. Ils parlent de faire confiance à la justice. Ce sont des alliés naturels du régime. Oui. Ils sont ses alliés, sont ses agents, ses relais. Mais vous savez très bien ce qui déconstruit leur discours, c'est l'action. C'est le fonctionnement réel. Absolument. C'est le fonctionnement réel. C'est la gouvernance qu'on met entre guillemets, parce que ce n'est pas une gouvernance. Prenez par exemple le limogeage d'un cadre ou la mise à l'écart d'un officier supérieur ou son incarcération, etc. Si on avait des institutions, les institutions, elles ont des règles transparentes de fonctionnement. Lorsque vous dites que quelqu'un a fait une faute grave, vous le disiez, lorsque on dit de quelqu'un qu'il a fait une faute grave, premièrement, c'est que la faute est établie. On ne peut pas, c'est pas une simple phrase. Absolument. C'est pas Khabarji Mbadi ou les principal animateur dans une chaîne d'État. Oui. C'est pas on passe de l'extrême à l'autre. Absolument. Mais c'est des faits établis. Et en plus, à partir du moment où il y a cette faute grave, des mécanismes se mettent en branle pour le poursuivre, pour le confondre et pour... Selon la loi. Selon la loi. Et dans le respect de ses droits. De ses droits. Et le droit lui est opposable à lui comme il est opposable aux gens qui le poursuivent. Or, tout ça, on ne l'a pas. Alors, je vais préciser pour ceux qui ne parlent pas arabe et qui nous suivent, que vous parliez de Drarni. Oui. Que le président a accusé de balance. De balance, oui. Khabarji. Khabarji. Balance de l'ambassade de France. En direct à la télé. Alors que Drarni était en phase d'instruction. Apparemment, c'est une histoire totalement scabreuse qui visait l'ancien ambassadeur de France, Drioncourt, et qui a envenimé au plus haut point les rapports avec Paris. En tout cas, Khaled Drarni était en prison, son procès était en instruction,
Et le chef de l'État censé incarner le droit et la Constitution, il le traite de balance pendant son procès. Son procès est dans un discours. Alors qu'il est présumé innocent. Dans un discours à la nation. Et la meilleure, c'est que Drarni, qui est un journaliste compétent, qui est apprécié par beaucoup de gens, se retrouve comme l'un des animateurs principaux aujourd'hui de la chaîne internationale algérienne. Et qui rencontre Tebboune. Oui. Il a rencontré Tebboune en tant que journaliste, il en peut tant le que journaliste qui a été invité. Oui. C'est dire. Alors, Rafiq Bouhlel, avant de vous donner la parole, nous allons écouter le compte rendu d'une télévision algérienne, de la télévision publique, sur ce limogeage. Écoutons. Avec cette décision prise aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Tebboune a mis fin aux fonctions du wali délégué de Sidi Abdallah Ben Haddou Jamal Abdelmoumen pour faute professionnelle grave. Avant de vous donner la parole, Rafiq Bouhlel, je veux rappeler quelques faits. Tebboune, depuis qu'il est au pouvoir, il est à un mandat et demi. Il a limogé une quinzaine de directeurs généraux des services secrets, des services de renseignement, des services de sécurité, une quinzaine qui sont tous des généraux majors, pour vous dire. Le 18 mai dernier, d'ailleurs, le général Abdelkader Ait Ouarab a été écarté de la GSI après moins d'1 an de prise de ses fonctions. Son prédécesseur, dans le même service, le général-major Haddad Abdelkader dit Nasser El-Jen, un tueur de masse connu par les Algériens pour avoir provoqué des milliers de morts de ses propres mains. Lui aussi avait été limogé, il est aujourd'hui en prison. Donc, une quinzaine de généraux dans les 3 services. En plus d'officiers supérieurs, d'officiers généraux qui ont suivi des formations à l'étranger très pointues, très coûteuses, et qui tous ont été mis à la retraite sans avoir pu apporter ces compétences qu'ils ont acquis lors de ces formations, alors que le chef d'état-major, ministre délégué de la Défense, a 80 ans ou plus. Et je passe sur ce que j'ai déjà signalé lors de l'introduction. Je rappelle aussi qu'il y a eu... regardez combien de chefs du gouvernement et premiers ministres ont défilé. Nordine Bedoui, Jarrad Abdelaziz, Ayman Abdelrahman, Nadir Al-Arbaoui et actuellement Sifi Gharib. 5 en un mandat et demi. Et les 5 ont été à la tête de 10 gouvernements. 10 en un mandat et demi. Et je rappelle qu'il y a eu aussi des limogeages de ministres. Le ministre des Finances et de l'Industrie pharmaceutique, respectivement l'Aziz Faïd et Fouad Hadji. Il y a eu quelques jours un ex-ministre de l'économie, je crois, qui a été condamné à 10 ans de prison. 10 ans de prison, j'aimerais qu'on me dise à l'oreille, qu'on me rappelle son nom. Et ce n'est pas fini. En plus des milliers, je dis bien milliers, ce ne sont pas des centaines, les centaines de hirakistes qui sont en prison aujourd'hui sont en prison. Mais ceux qui sont passés par la case prison de hirakistes sont des milliers. En plus des prisonniers des années 90, les islamistes, qui tous ont été jugés et condamnés dans des procès iniques. Ils portaient tous des traces de torture. Ils sont toujours en prison. Plus de la moitié parmi eux sont morts en prison. En plus des prisonniers de l'affaire L'Arba'a Nathirathan. En plus des prisonniers du MAC. En plus donc des prisonniers que j'ai cités dans mon introduction, les généraux-majors, 3 premiers ministres, dont Ahmed Yahya entre autres, Bedoui, et un autre dont j'ai oublié le nom, et qui ont été, voilà, et qui ont été mis en prison dans des parodies de justice. Leurs dossiers sont vides. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais on n'a pas respecté leurs droits. Et en bons citoyens, nous devrions nous battre
pour tous les prisonniers qui méritent, qui ont le droit à des procès justes. Je vous laisse la parole, Rafiq Bouhelal. Merci beaucoup. J'aimerais juste ajouter quelques précisions. Au-delà des généraux-majors qui ont défilé depuis les 6 dernières années, il faut rappeler que le général Abdelkader Ait Ouarabi était un repris de justice. Il faut rappeler que Nasser al-Djinn, alias Abdelkader Haddad, était en fuite avec Khaled Nazar en Espagne. Rappelons que Jabbar Mhanna aussi était un repris de justice. Donc, pour vous dire la qualité des généraux qui sont à la tête des services de sécurité, des généraux sanguinaires, des généraux sans foi ni loi, qui n'ont aucun gramme de pitié et qui ont mis en place et qui ont construit le mur de la peur, car le Hirak les a gravement fragilisés. Le Hirak a terrorisé cette voyoucratie et cette mafiocratie qui est au pouvoir. Le Hirak a fait ce que n'a pas fait le peuple algérien depuis 1962. La peur a changé de camp grâce au Hirak. Et c'est pour cette raison que depuis la nomination de la marionnette des généraux, à savoir Abdelmajid Tebboune, ils sont en train de mettre en place toutes les lois liberticides, toutes les violations possibles et imaginaires pour faire peur aux citoyens algériens. Et surtout, ça se traduit par quoi? Par une instabilité politique. Vous avez très bien cité la ribambelle de Premier ministre, de ministres qui sont passés. Rappelons que dans le gouvernement de Tebboune, le ministre des petites et moyennes entreprises, Nassim Diafet, que lui-même a nommé, est en prison pour corruption. Rappelons que le ministre actuel de l'Agriculture, Yassine Oualid, est un repris de justice, qui est toujours au pouvoir et dans des conditions que personne ne comprend. On a des limogeages. Quand on limoge quelqu'un, une personnalité publique, un wali, un haut fonctionnaire de l'État algérien, il a été limogé pour faute grave car il a fait ça et ça. Les choses doivent être énumérées et une action en justice par la suite devrait être mise en place. Après 5 premiers ministres, après une dizaine de gouvernements, l'Algérie se retrouve aujourd'hui prisonnière d'une pénurie de pneumatiques, alors que le pneumatique est fabriqué essentiellement des dérivés du pétrole, alors qu'on est un pays producteur de pétrole, incapable de fournir des pneumatiques, incapable de fournir une bouteille d'huile, incapable de fournir un sachet de lait, incapable de fournir l'électricité aux 45 millions d'Algériens, dont les 69 wilayas, et Abdelmajid Tebboune et toute sa clique, tout son gouvernement dans sa façade civile et les véritables décideurs qui se retrouvent derrière les rideaux, à savoir les militaires, sont incapables de répondre aux aspirations des Algériens et des Algériennes, sont incapables de fournir des réponses et un projet politico-économique viable qui convainc les Algériens et les Algériennes de ne pas fuir le pays, et même les enfants de la nomenclatura, à savoir le fils de Saïd Saïd, le fils du général Ait Ouarabi, par exemple, le fils de un tel et le fils de un tel, vivent tous en France. C'est pas quelque chose de secret. Quand le fils d'un ministre, quand le fils d'un général qui gagne des centaines de millions de dinars par mois, qui habite à Club des Pins, où la pénurie d'eau n'existe pas, où la qualité de vie, elle est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, où les avantages de leurs parents, leur octroi, des passe-droits à tous les niveaux, et ils préfèrent vivre à l'étranger. Et c'est ça l'échec total et l'échec cuisant de ces incompétents notoires, une kakistocratie basée sur l'incompétence, basée pour être gentil et pour être courtois, basée sur la chita. Et même dans la chita, les législatives qui vont venir, encore une mascarade, montrent que le régime algérien choisit entre le chiite numéro 1 et le chiite numéro 2. Et ils l'ont prouvé avec l'emprisonnement de l'avocate
Latif Adil, qui passait son temps à glorifier Abdelmajid Tebboune et Chengriha et qui l'ont jeté en prison pour une publication Facebook. Rappelons que des centaines, des centaines de candidats aux législatives ont été refusés parce que leur dossier ne correspondait pas aux aspirations du régime en place en utilisant l'article 200 qu'ils ont eux-mêmes voté en 2021. Cela montre l'instabilité grave et qui porte atteinte aux institutions de l'État. On n'a plus d'institutions, on a le culte de la personne en Algérie. Tahia Tebboune, Tahia Chengriha, Nous celui qui allons, critique Tebboune, nous allons on critique revenir, l'Algérie. Rafiq Bouhelel, nous allons revenir sur cet aspect des choses, parce qu'en ce moment, tout le monde se demande d'où ce régime ramène-t-il ses alliés naturels qui sont en train de l'encenser, alors que ce régime est en train de précipiter le pays droit au mur. C'est le Titanic en marche. Nous allons revenir, mais avant, j'aimerais vous poser une question. Vous-même, comme des dizaines d'autres Algériens qui sont dans la dénonciation et la contestation de ce régime, avaient été récemment condamnés à une peine de prison par défaut ou par contumace. Est-ce que vous pouvez nous dire? Tout à fait. J'ai été condamné à 4 ans de prison ferme par contumace pour une publication Facebook où j'ai publié les photos des 2 agents des services secrets algériens envoyés pour menacer et mettre la pression sur ma famille, notamment ma mère âgée de 80 ans, afin de me taire et de ne pas arrêter mes interventions à la télé, et arrêter de dénoncer la corruption, arrêter de dénoncer l'effondrement économique qui est ma spécialité. J'ai été, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, victime d'un chantage au niveau du consulat algérien de Marseille, où ils m'ont demandé de signer un engagement à me taire et à ne plus donner des interventions, etc., en contrepartie de mon passeport algérien et d'effacer ma peine de prison par contumace. Donc, on vous condamne de manière injuste et derrière, pour vous obliger à signer un engagement où vous devez vous soumettre à Abdelmajid Tebboune. Je me soumettrai. Alors, j'ai refusé leur chantage, j'ai dénoncé leur chantage et j'ai demandé à mon avocat de préparer une plainte contre l'État algérien auprès de l'instance internationale des droits de l'homme. C'est inacceptable, inacceptable de pouvoir arriver à faire du chantage au sol. Très bien. Alors, Mohamed Bakir, ces gens qui sont persécutés, qui sont harcelés, qui sont passés par la case prison, donc j'en ai bien dit des milliers, ce ne sont pas des centaines, des milliers de jeunes hérakistes dont le seul tort a été d'exiger, de réclamer un état de droit, une démocratie véritable. C'est leur seul crime. Des milliers de gens sont passés, ils ont brisé leur carrière, leur famille, ils les ont torturés en les affectant dans des prisons très loin de leur domicile. Ça, c'est entre autres, mais presque tous. Ils les envoient dans des endroits où même pour le coup fin, c'est une punition sadique. Sadique. Mais il n'y a pas ça. Il y a les islamistes qui sont en prison des années 90, qui ont été condamnés dans des procès iniques. Il y a leurs propres comparses, des barons du régime, des généraux-majors, des généraux, des ministres, des premiers ministres, des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires qui se comptent en centaines, qui sont en prison pour des procès iniques, dans des procès iniques. Ils n'ont pas été, leurs droits n'ont pas été respectés et qui croupissent aujourd'hui. Certains parmi eux sont dans des états de santé gravissimes. Il y a les gens du MAC, ils sont ce qu'ils sont, mais leur place n'est pas en prison. Leur place n'est pas en prison. Il y a les gens de l'herbe Anathirafen qui se comptent aussi, je crois, en plus d'une centaine, qui sont en prison, mais dans les procès pareils, ils n'ont pas respecté leurs droits, qui ont été salis, dont leurs familles ont été salies, et qui sont en prison aujourd'hui. Alors, et dans tout ça, dans une ambiance, au moins, si ce n'est de complicité, d'indifférence générale.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à cette société pour qu'elle ne puisse plus ressentir le besoin, le devoir de défendre tous les citoyens de la même manière, de quelque ancrage soit-il, lorsque leurs droits sont bafoués? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'on ne doit pas faire dans le déni. La période de la guerre civile, aujourd'hui, on peut dire la guerre civile, parce que c'était une guerre civile. Moi, je Pourquoi? dirais la guerre contre les civils. C'est la guerre civile, Jamal. D'accord. Euh, C'est votre oui. vision des choses et moi la mienne. Ça a impacté au plus haut point la société. Ça a causé une régression réelle et une déstructuration de la société. C'est-à-dire que c'est de la même nature que la colonisation. C'est quasiment de la même nature que la colonisation. L'agression islamiste sur la société, le terrorisme qui a été pratiqué et la liquidation des élites, la manière dont la lutte... Là, puisque vous Je êtes engagé sur ce terrain... Je continue. Non, puisque vous êtes engagé Oui. sur ce champ. Moi, je dirais que les élites étaient assassinées par le régime et mis sur le compte des islamistes. Non. Donc, ne vous engagez pas sur ce terrain. Si, je m'engage. Si, moi, je vous réponds. Si, Adjamal, je mais moi, m'engage. je vous réponds. Non, je m'engage. D'accord. Je m'engage. Allez-y. شوف كي يقول لك واحد دمك حلال هو مسؤول. شكون اللي قال دمك حلال؟ الاسلامويين اللي قالوا دمك حلال. دمي انا كان حلال. Et Mohamed Lamari, le général Mohamed Lamari a dit publiquement devant des centaines de gens, les prisonniers que vous attrapez, il faut les exploiter, c'est-à-dire les torturer, avant de les périmer. Ça veut dire les exécuter sommairement. D'accord. Alors, c'est Nous pas allons blanc ou changer noir. le sujet Non, aujourd'hui. Jamal, c'est pas blanc ou noir. C'est pas blanc ou noir. Non, mais c'est pas blanc ou noir. moi, je vous propose d'éviter ce sujet. Non, c'est pas ça. Parce que sinon, moi, je vous réponds du tac au tac. Vous répondez, il n'y a pas de problème. La responsabilité de l'islamisme est entière. La responsabilité du régime dans le coup d'État de 92 a entraîné la violence. C'est pas un coup d'État. Allez-y. Et la manière avec laquelle la lutte antiterroriste a été menée, le combat contre l'islamisme a été mené. Le combat contre les civils, le combat contre les Algériens et contre la volonté populaire dans une élection législative. C'est pas une élection légitime. C'est une élection législative. Non, c'est pas une élection légitime. C'est pas plus que celle d'aujourd'hui. Pas plus que celle d'aujourd'hui. La manière avec laquelle ça a été mené est une manière pour sauver le système et non pas pour dépasser la crise. Là, je suis d'accord avec vous. Parce que la crise telle qu'elle s'était posée, c'était une crise intrinsèque à la société algérienne. C'est la société algérienne qui était porteuse de cette contradiction. Ce qui veut dire que les islamistes étaient l'expression d'une partie de la vision algérienne. Oui. Et cette vision-là n'était pas dominante ni partagée par tous les Algériens. Il fallait régler le problème. Il aurait été intéressant, et nous sommes toujours dans le même sujet, il aurait été intéressant que cette lutte soit menée pour la construction d'une véritable république, d'une véritable démocratie. Sans violence, sans coup d'État. Non, la violence, elle était dans l'islamisme. Non, la violence a été dans l'interruption. Non, elle était dans l'islamisme. Dans le coup d'État. Elle était en Syrie dans l'islamisme, elle était en Irak dans l'islamisme, elle était au Soudan dans l'islamisme. C'est intrinsèque. On ne peut pas forcer les choses. Vous pensez que les généraux qui ont fait le coup d'État contre la volonté populaire non, c'est pas un coup d'État. C'est pas un coup d'État. C'est un coup d'État. Je viens de vous le dire, c'est pour sauver le système. Non, écoutez, c'est pour sauver le système. Moi, je ne suis pas islamiste. Oui. Moi, je suis un homme de gauche, résolument de gauche. D'accord. Moi, je suis contre l'islamisme. Oui. Je l'ai toujours clamé. Mais le jour où on a interrompu la volonté du peuple, c'est le jour. Ce jour-là, moi, j'ai dit, ces islamistes ont été élus par le peuple. Et on a tout fait pour les pousser à monter au maquis. Et on a tout fait pour en faire des terroristes. Et on a créé des terroristes. Est-ce que c'est moi qui suis... Attendez. Est-ce que c'est moi qui suis parti en Afghanistan?
Est-ce que c'est moi qui suis parti Vous en savez Afghanistan? qui a envoyé? Est-ce que vous savez qui a envoyé les gens? C'est l'État et Hamas qui organisait. Voilà. Et qui Hamas organisait était les le filières. sergent recruteur. Oui. Et le DRS, qu'on appelait la oui, sécurité oui. militaire, Mais est regardez, c'est des payé questions- pour envoyer Jamal, les gens en Jamal, Afghanistan. C'est des questions sérieuses. Oui. C'est des questions Bien sérieuses que nous devons analyser, réfléchir, interroger sereinement. Mais de sereinement. façon objective Sereinement. et juste. Non, Et juste. Attendez. Moi, je sais que la plupart de mes confrères Jamal, journalistes Jamal. ont été assassinés Jamal. dont l'assassinat a été commandité par le Attendez. DRS. Jamal. Moi, je sais que la plupart des artistes assassinés ont été Alors, commandités regardez, par le DRS regardez. et par les généraux. Je le sais. moi, je le D'abord, on a un passif. D'abord, on a un passif. Ce passif-là, il faut arriver à un moment ou à un autre à en parler, à l'analyser et à documenter les choses. Oui, mais, à documenter les choses. mais ne pas reprendre le discours Je ne reprends menteur pas. du Non, régime. je reprends mon discours. Est-ce que vous savez qu'il y Jamal, avait des faux barrages Jamal, je reprends composés mon de discours. gens du Jamal, système Jamal, des je islamistes reprends de mon service? discours. Je reprends mon discours. Oui. La légalisation des partis islamistes était la faute originelle. Parce qu'il faut savoir si l'islamisme est soluble en République et en démocratie ou s'il ne l'est pas. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de pallier à la crise qui s'annonçait qu'un coup d'État? Non, c'était 89, je l'ai déjà dit sur votre Non, plateau. non, non, 92. Moi, je parle d'après les élections. C'est 89, Est-ce la qu'il n'y avait, racine. au lieu de faire des procès d'intention, C'est pas des procès d'intention. C'est pas des procès d'intention. et de forcer les islamistes à c'est monter pas au des maquis? C'est pas des procès d'intention. Les Djounoud qui ont été tués à Tla, ils ont été tués avant l'arrêt du procès électoral. Oui. L'attaque de l'armée routière s'est faite avant l'arrêt du procès électoral. Mais on ne sait pas qui est derrière. L'attaque de Gmar. On ne sait pas qui est derrière. J'ai couvert le procès de Gmar. J'ai couvert le procès de Vous Gmar. pouvez parler, Et- mais oui. vous ne représentez que vous-même. Non, les gens que j'ai vus, Tayyib El-Afrani, le maire de Gmar, qui est un ancien Moudjahid, mais qui était un responsable du fils. Mais Mohamed Bakir, nous allons donc passer l'émission. Non, dans on ne ce- va pas passer sur ça. Moi, Regardez. vous et moi, nous sommes des amis. Quand on est en privé, vous avez votre position, j'ai la mienne. Jamais. Mais si vous voulez qu'on fasse une émission sur ça, attendez, je vais vous Regardez. dire. Attendez. Moi, je vous propose, si vous voulez Oui, qu'on on pourra fasse faire une émission sur ça, ça, bien sûr. je suis d'accord. Oui. Parce que Mais là, si on essaie d'analyser, vous avez profité d'un sujet pour détourner. Je suis Non, pas on est toujours dans le même sujet. On est toujours dans le même sujet. Vous m'avez dit pourquoi la société algérienne n'arrive pas à s'organiser et à avoir une capacité d'action qui mettent en synergie les différentes forces qui sont en son sein, y compris sur des questions comme celle des détenus. C'est parce que c'est une société qui est encore déstructurée. Alors, il y a eu l'hypothèque des années 90, il y a l'hypothèque de la répression aujourd'hui, c'est-à-dire que la région, son souci, c'est de comprimer l'expression sociale, c'est de comprimer la société, c'est de déstructurer la société. Et dans ce contexte-là, donc il y a une faiblesse des forces démocratiques qui est évidente, avec des limites qui sont les nôtres en tant que démocrates. Vous, les démocrates, généralement, vous êtes mis au service de généraux génocidaires. Non. De généraux qui tuaient les gens, qui ont... L'enlèvement. Il y a eu 20 000 enlèvements de gens de chez eux qui ont été arrachés des bras de leur maman, de leurs épouses, de leurs... ces gens-là, c'était des islamistes? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, Est-ce que je cautionne ça? Est-ce que je cautionne ça? Non, mais c'est-à-dire que les choses ne sont pas aussi simples que vous le dites. Elles ne sont pas aussi Moi, simples. je vais vous poser quelque chose. Attendez, à partir de ce moment-là. Non, là, je vous laisse la parole. Moi, je vous propose quelque chose. Que des gens comme vous, comme moi, tous les Algériens, qu'on se mobilise d'une façon vraiment forte pour exiger une dynamique vérité et justice. Bien sûr. Pour que tout se sache. Absolument. Et ça, les islamistes, ils sont en train de le demander. Non, absolument. Alors que les démocrates le refusent. Alors, les démocrates, entre guillemets, alors, ils disent non, l'armée ne tue pas. Ce n'est pas l'armée qui a tué. Regardez, d'abord, il faut faire le constat d'où nous venons pour essayer de comprendre. Ce n'est pas une incapacité de la société. Ce n'est pas une incapacité de la société. C'est une société qui est blessée, qui a un passif qui pèse sur elle. Maintenant, sur les problèmes d'aujourd'hui, l'arbitraire qui pèse, il faut le dénoncer par rapport à tout le monde.
Absolument. D'accord? Je suis d'accord. Il faut le dénoncer par rapport à tout le monde. Même l'arbitraire d'hier, même ce qui s'est Alors, passé hier. l'arbitraire d'hier, c'est ce que vous venez de dire. Oui. C'est ce que vous venez de dire. Ça veut dire que c'est un processus de réparation, de vérité et de justice, un processus qui donne la parole aux victimes, quelle que soit la victime. Absolument. D'abord, c'est Je ça suis qui d'accord. compte, c'est la parole Voilà. de... Voilà. Mais ça, c'est une fois qu'on aura entamé une transition. Mais C'est ce pas avec régime, s'il était indemne Hmm. de ce que nous le reprochons, pourquoi refuse-t-il une dynamique vérité et justice? Mais il ne va pas l'accepter. Oui. C'est Pourquoi une il a régence. refusé s'il n'était Jamal, pas aux Jamal, commandes Jamal, du c'est une terrorisme? régence, c'est une régence. Or, cette régence, elle ne s'appuie pas sur des forces sociales. Elle s'appuie sur une caste. Et c'est pour ça, aujourd'hui, par exemple, vous dites qu'il y a des gens qui disent Ammi Tebboune. Je connais quoi Ammi Tebboune. Les gens qui disent Ammi Tebboune, c'est des clientèles. C'est des clientèles. Or, ces clientèles-là, est-ce que c'est les élites intellectuelles, sociales, syndicales, culturelles? Non, c'est des indicateurs. C'est des clients pour des petits services, Oui. etc. Donc, c'est ça. Et ce qui mine aujourd'hui la société, c'est cette chape de plomb Absolument, je suis d'accord. qui pèse sur elle et qui empêche le potentiel qu'on a vu. Moi, je le dis, j'ai reçu un enseignement extraordinaire de la part du Hirak. Je ne connaissais pas cette société. C'est qui empêche ce potentiel de s'exprimer. Très bien. Alors, je vous relance l'invitation à vous et aux gens des deux camps. Oui. Autant les éradicateurs que les réconciliateurs. Ça, c'est des étiquettes, Jamal. D'accord. Autant les démocrates que les islamistes. D'accord, comme parmi ça. les démocrates, vous avez des positions différentes. Oui, d'accord. En tout cas, je lance l'invitation. Mais qu'il y ait deux camps, et moi, j'essaierai d'observer une totale objectivité. Mais à condition, moi je vous ai répondu parce qu'il n'y a pas quelqu'un en face. Non, pas de souci. Et donc, moi je suis disposé, ma chaîne aussi est disposée à faire une émission en direct de 2 heures s'il le faut, pour aller au fond des choses et essayer d'aller contre ce blackout du système. C'est la partie la plus saillante, la plus à vif de notre histoire. Absolument. Et si nous n'en parlons pas, si nous n'en parlons pas, on ne va pas avancer. Ça va pourrir. Ben voilà. Ça va. Alors, Rafiq Bouhlel, pardon de vous avoir laissé attendre. Vous allez avoir le même temps d'intervention. Je vous laisse vous exprimer sur ce que vous voulez avant de vous poser éventuellement des questions. Non, c'est une réalité. L'Algérie a traversé depuis 1962 des périodes difficiles, mais ces périodes, elles se ressemblent toutes. On a des coups d'État sur des coups d'État depuis 1962, ce qui montre qu'on n'a pas de démocratie. On a une emprise militaire extrêmement présente. On a un mode de gouvernance de plus en plus dur, et surtout depuis 2019. On a des militaires à la tête de l'État qui ont un passé noir. Rappelons juste que Saïd Chenghriha, dans le livre de Habib Soueidia, dans la page 118, racontait comment Saïd Chenghriha a assassiné d'une balle dans la tête des citoyens algériens désarmés et comment... Il disait ça de quelqu'un qui... Voilà, donc c'est des personnes qui ont leurs mains tachées de sang. C'est des criminels de guerre. Rappelons aussi les fameux moines de Tibérine, les 7 moines de Tibérine enlevés, décapités, et leur corps à ce jour, leur corps jamais retrouvé. Et plusieurs témoignages, dont notamment un ancien officier des services secrets algériens exilé à Londres, qui a déclaré que c'était la main commanditée par Djabbar Mahna qu'on a retrouvé dans la période de Tebboune à la tête de la DGDSE. C'est gravissime. Donc, on comprend que l'État algérien, le régime algérien... Rafiq Bouhlel, pardonnez-moi, je vais vous demander la même chose que Mohamed Bakir. Je préfère qu'on laisse ce sujet de la décennie rouge de côté. Je vous invite, vous aussi, si vous souhaitez en parler, à une émission au long cours
où nous pourrions en parler très. Ça veut dire pour que je sois équidistant entre vous et Mohamed Bakir pour ne pas prendre de. Moi, je penche plutôt vers votre théorie, vers votre thèse, mais bon, essayons de laisser ça à une autre émission. Mais que nous parlions aujourd'hui de cette emprise de Tebboune, devenu président, l'homme fort par défaut, et qui est en train de tout foutre en l'air, si je me peux permettre cette expression un peu osée. Allez-y, voilà. Malheureusement, comme je l'ai dit une fois, quand on touche le fond, on remonte. Mais avec Tebboune, quand on touche le fond, on creuse. Et on creuse à tous les niveaux. On a perdu tous les dossiers diplomatiques à l'international. Ils nous ont vendu, ils ont essayé de nous vendre le dossier du Sahara occidental comme un dossier central. On a perdu à tous les niveaux. Ils ont essayé de déformer la réalité par une propagande extrêmement forte, mais qui n'a pas marché. Le peuple algérien, lors de sa réélection imposée par Saïd Chengheriha, n'a pas participé au niveau de la diaspora à peine 1%, au niveau intérieur à peine 10%. Et c'est qui ces 10%? C'est les militaires, c'est les appelés, c'est les policiers, c'est les 5 millions d'Algériens et d'Algériennes qui profitent du système. Et on a 42 millions d'Algériens qui ne participent plus à cette vie politique parce qu'ils ont vidé la scène politique de sa substance. Ils ont larbénisé ces partis politiques. On n'a plus de politiciens, on a des clubs comme Ben Grina et Endco et Bouden du RND. Il soutenait le 5e mandat de Bouteflika il y a à peine en 2018 et en 2019. Rafik Bouhelal, excusez-moi, oui. Quand vous dites 5 millions qui profitent du système, c'est un chiffre, c'est un cadrage approximatif, j'imagine. Alors, je vais être honnête avec vous. Lors de mon expérience en Algérie pendant presque 6-7 ans, j'étais avec un ministre de la République algérienne qui est toujours en poste. Je parle d'un ministère régalien, le plus important de tout le gouvernement algérien. Il m'a dit de vive voix, en face à face, il m'a dit, Monsieur Boulal, vous savez, le régime a besoin que de 5 millions d'Algériens. Et je lui ai dit, pourquoi, monsieur le ministre? Il m'a dit, 7 millions d'Algériens représentent la nomenclatura et leur famille. Ça veut dire les ministres, les walis, les chefs de mairie, nananina, etc. Et les soldats, l'armée, la police, la gendarmerie et leur famille représentent 5 millions. Et les 42 millions autres qui restent, qui pour faire 47 millions d'habitants, on n'en veut pas et on n'a pas besoin d'eux et on s'en fout royalement de leur avenir et de leur devenir. C'est un ministre qui est toujours présent. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il ne va pas dormir ce soir. Donc, c'est un système qui a besoin uniquement de 5 millions. C'est pour cette raison que les 42 autres millions d'Algériens ne représentent aucun intérêt pour le régime en place. Au contraire, ils représentent un problème. Pourquoi? Parce que ne pas créer d'emplois, donc il y a des jeunes qui vont râler, ne pas créer ceci, donc il y a des contestations qui naissent de part et d'autre. Ils ont besoin de 5 millions, à savoir les décideurs. Le régime se compose de 5 millions avec leurs familles qui captent cette richesse du pays et le reste du peuple meurt dans le silence. Aujourd'hui, le SMIC algérien est inférieur à 90 € par mois. 90 € par mois, c'est impossible pour nourrir une famille de 3, 4, alors encore moins, 5 personnes, 6 personnes. On a une chute de la valeur du dinar, une inflation à 2 chiffres, et on a la militarisation de la vie politique et de la vie économique. C'est très grave, parce que dans l'ère de Tebboune, on voit qu'il a nommé des anciens militaires à la tête d'entreprises étatiques économiques, comme l'aéroport d'Alger, avec Mediouni, une personne qui a aucun niveau, qui a une manière de parler et une manière de gérer très douteuse. Et j'en passe des vertes et des pas mûres. On a une rentrée scolaire toujours avec un policier, un gendarme et un militaire. On a la revue mensuelle de Djish qui se mêle de politique et qui s'invente des réalisations
qu'on ne le voit pas sur le terrain. On n'a jamais vu depuis 1962 aussi un président qui débite autant de bêtises et autant de conneries dans le discours officiel, avec les 1,3 milliard de mètres cubes par jour d'eau dessalée. Il a parlé de mensonges comme l'investisseur malidien à 20 milliards de dollars. Il est où? Ramj Billet, où on a vu pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ça a fait le buzz, des vidéos où le mine de Ramj Billet est totalement vide. Il nous parlait il y a 2 ans d'un PIB à 400 milliards de dollars, alors qu'aujourd'hui, on est toujours à 267, même s'il est gonflé. Il nous parlait de endettement à l'extérieur est une trahison aux martyrs, alors que l'Algérie a officiellement s'est endettée au prix de la Banque africaine de développement, selon les mêmes déclarations de Tebboune. Mais c'est gravissime. Je suis honte d'être algérien. Mais J'ai honte de Rafiq partager cette Bouhlel, nationalité avec ses bras cassés. Rafiq Bouhlel, merci de me répondre en moins de 2 minutes, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Rafiq Bouhlel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous restions là à faire des constats, à nous battre entre nous, à ne pas être d'accord, pendant qu'eux, ils mènent le pays droit au naufrage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bouger. Alors, il y a 2 façons. Le naufrage, on est en train de le vivre et aucun Algérien ne sera épargné. Aucun. Il faut qu'au niveau de la diaspora, une mobilisation générale, au-delà de l'islamiste, le laïque, le démocrate, etc., de se mobiliser et de saisir les instances internationales et de dénoncer les dérives et les violations des lois à tous les niveaux. Et au niveau national, il faut que le Hirak version 2 revienne sur le terrain, car c'est un gouvernement qui ne va pas lâcher l'affaire. Il fera tout pour semer la division encore et toujours. Et si le peuple ne se soulève pas une deuxième fois pour finir le travail qui a été initié en 2019, aujourd'hui, tous les Algériens le payent à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc soyons unis pour en finir avec cette mafia et la déraciner définitivement et la jeter à la poubelle de l'histoire. Et c'est là où se trouve la place de Tebboune et de Chengrija et de toute la mafia des généraux. Merci Rafiq Bouhlel. Mohand Bakir, en moins de 2 minutes, un Hirak 2.0. Nécessairement, oui. Comment vous envisagez? Parce que nous ne pouvons pas rester alors le Hirak 2.0, c'est pas on appuie sur un bouton et ça se déverse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord clarifier les enjeux. Comment? Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de république, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'institution et que la nature du régime algérien est un régime qui a l'État en héritage, trika, d'accord? C'est déjà des pas. Pourquoi? Parce que ce qui a manqué au moment du Hirak, c'est que le mouvement populaire avait exprimé une grande disponibilité au changement, mais il n'y avait pas une offre politique à ce niveau-là. La classe politique était justement dans ce débat-là de régler les comptes des années 90, de solder les problèmes des années 90, etc. Ce décalage a été, à mon avis, le frein essentiel par rapport à l'éclosion du mouvement populaire. Et d'ailleurs, la grande problématique, c'était est-ce qu'il fallait aller vers un processus constituant ou est-ce qu'il fallait revendiquer une constituante? Ça dit la problématique dans laquelle on est. En vérité, il faut créer des institutions, il faut mettre en place des institutions, il faut fonder une république, il faut aller vers un État moderne, il faut aller vers un système démocratique. Mais comment? Déjà, une fois qu'on sait vers quoi on va, on peut définir les étapes et forger une offre politique. Parce que c'est ça qu'il faut. Que les gens descendent dans la rue, c'est nécessaire. Ils le feront quand les conditions seront réunies. C'est un mouvement social, ce n'est pas quelque chose qui se commande comme ça. Mais il faudrait qu'il y ait une offre politique. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure... Une offre politique de la part de qui? Elle peut être multiforme.
Elle peut être Mais elle vient négative. de qui? Les émissions que vous faites, elles participent de cette offre politique. Les expressions que tout un chacun peut avoir dans des cadres différents font partie de cette offre politique. Quand elle sera suffisamment avancée, elle pourra être formalisée dans un cadre. À mon sens, pour le moment, elle ne l'est pas. Si elle l'était en ce moment, on n'aurait pas l'engagement des candidats, de candidats respectables, honnêtes, sérieux, dans des élections comme celles qui ont lieu aujourd'hui. Ça Une montre farce électorale. une farce électorale. Donc c'est des petits ruisseaux qui versent, y compris notre débat contradictoire, vif parfois et tout ça, participent de cette recherche d'une offre politique qui puisse ouvrir des perspectives. Vous pensez que des médias, comme vous le dites, de cette émission et d'autres encore, à travers les réseaux sociaux, pourraient provoquer cette confluence, cette synergie de volonté? Le Hirak connaît la preuve. Parce que si on prend la maturité du Hirak et qu'on s'interroge d'où est-ce qu'elle vient, elle est étonnante, cette maturité. Oui. La société algérienne, c'était plus les jacqueries, les couper les routes, etc., etc. Et tout d'un coup, on se retrouve avec un mouvement social d'une ampleur inédite, avec une cohésion au niveau des idées et au niveau des attentes. D'où est-ce que ça vient? C'est les réseaux sociaux. Le génie des peuples. C'est les réseaux sociaux, c'est les différentes prises de parole libres de différentes natures, journalistiques, politiques, etc. C'est tout ça. Et aussi la mutation qu'il y a au Moyen-Orient. Les évolutions qu'il y a au niveau des élites au niveau du Moyen-Orient. Qui peuvent constituer un contexte favorable. Moi, je suis convaincu que ça a été un ferment très important par rapport au Hirak. Merci Mohamed Bakir, merci Rafiq Bouhlel, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Pardon si nous avons un peu débordé du cadre initial de cette émission. Moi non plus, moi aussi. Merci à vous, bonne soirée.